Bienvenue pour le 7-8 L'Actu. Il est l'heure de votre nouvelle édition du journal de la rédaction. Tout de suite, les titres de ce vendredi 11 avril. Alain Schmitz, démissionnaire. Pierre Bédier reprend la tête du département des Yvelines, 5 ans après une condamnation qui avait entraîné son inéligibilité. Comment s'est passée sa prise de pouvoir ce matin? Nous verrons dans un instant. Vivre avec un cancer au-delà de la maladie, c'est aussi subir une forte discrimination sociale. C'est le bilan de l'enquête menée par la Ligue contre le cancer qui vient d'être présentée. Et puis nous reviendrons en fin d'édition, comme chaque semaine, comme chaque vendredi, sur l'essentiel de l'actualité. Depuis le début de la semaine, du message d'HF Prévention sur l'importance de toujours se protéger face au sida à la mobilisation de parents d'élèves contre une fermeture de classe à plaisir. Avant de débuter ce journal, un chiffre, celui du nombre d'embauches envisagées en Ile-de-France par les entreprises du privé et du public, 287 000. Près de 60 000 établissements ont été sondés par Pôle emploi. Le constat, la propension à recruter augmente dans l'ensemble des secteurs d'activité, à l'exception de l'industrie manufacturière. Les activités de service auront cette année le plus besoin de main-d'œuvre. Politique et le retour aux affaires de Pierre Bédier. Beaucoup de monde ce vendredi au Conseil général des Yvelines après la démission effective hier d'Alain Schmitz. Une démission qui intervient seulement un an avant les prochaines cantonales de mars 2015. Pierre Bédier avait déjà été président du Conseil général entre 2005 et 2009. Il avait dû quitter son siège après avoir été condamné pour délit d'initié et prise illégale d'intérêt. 5 ans plus tard, il est réélu. 26 voix pour, 9 voix contre et 2 blancs et nuls. 2 conseillères générales étaient absentes et n'avaient pas donné de pouvoir. Christine Boutin et Fanny Hervera. À l'issue du vote, Pierre Bédier a fait un discours politique où il a défendu l'utilité des conseils généraux et il a évoqué un effort de maîtrise de la dépense publique et une ambition pour mener à bien des missions de solidarité, des actions également en faveur de l'emploi. Il souhaite aussi la création d'une agence départementale de soutien aux communes rurales. Plus qu'un discours d'installation, c'est une vraie nouvelle feuille de route qu'il a soumise aux élus. Responsabilités qui sont les miennes dans un contexte difficile pour les collectivités, puisque le département oui, mais les communes qui ont besoin des départements, les intercommunalités vont quand même être matraquées par les projets du pouvoir socialiste. Heureux de voir que tout ce que j'ai fait va être repris. Et ce qui m'a frappé, c'est le mot ambition pour le département, à un moment même où, dans son discours de politique générale, le Premier ministre a évoqué la disparition des départements. Et je pense que c'est, au contraire, quand le devenir des départements est aléatoire, qu'il faut être encore plus ambitieux au service des Yvelinois. Donc j'ai reçu le message 5 sur 5 de Pierre Bédier. Un sentiment de tristesse, d'inachevé de la part des engagements du président Schmitt. Et puis quelque chose qui ressemble davantage à ce que je disais, une révolution de palais qu'à un véritable exercice démocratique. Voilà. Vous avez parlé même de manœuvres politiciennes. Oui, je maintiens. Je pense qu'il y a eu des pressions, des manœuvres politiciennes pour en arriver là où on est arrivé aujourd'hui. Effectivement, vous l'avez deviné ce matin, il n'était pas uniquement question du retour de Pierre Bédier dans les couloirs du Conseil général. Les élus évoquaient aussi les premières annonces du nouveau chef du gouvernement, Manuel Valls. Ce dernier a en effet évoqué sa volonté de faire disparaître les départements et de réaliser ainsi des économies importantes sur le fonctionnement de l'État. Ce ne sont pas les conseillers généraux qui ruinent la nation, a insisté le nouveau président Bédier qui s'est voulu combatif sur ce dossier. Ça n'est pas l'intérêt ni des Yvelinois, ni des Français en règle générale, de supprimer les départements. J'aime l'histoire. Depuis 2 siècles que les départements existent, chaque fois qu'on les a supprimés, c'est pas la première fois, on les a recréés. La dernière fois, c'était sous Vichy. Ils ont même été obligés de les recréer quand même. Voilà. Cette institution départementale, c'est un échelon nécessaire. La France n'est pas suradministrée, elle est mal administrée. Mais ça coûte pas trop cher, les conseils généraux ? 1/1000 du budget du département est consacré à ça. Qu'est-ce qui coûte cher? C'est le RSA. C'est les routes, c'est les collèges. On veut supprimer tout ça. Il va bien falloir des fonctionnaires pour gérer ça. C'est pas 39 élus qui ruinent la République. Quand on nous dit attention, suppression des départements, ceux qui disent ça sont les mêmes que ceux qui avaient prévu les conseillers territoriaux, sont les mêmes que ceux qui disaient qu'il y avait un millefeuille trop important et sont les mêmes que ceux qui disaient qu'il y avait trop d'élus. Moi, je pense que la démocratie, c'est d'avoir des élus et de bien définir quelles sont leurs compétences et à quel niveau ils doivent travailler. Il y aura une réflexion pendant les années qui viennent, donc on n'est pas dans la précipitation justement, là. Une réflexion pour les années qui viennent sur l'avenir d'un conseil départemental. C'est-à-dire que font les élus à cet échelon-là. Ça me semble important.
Et c'est ce matin que les professionnels de l'action sociale du Conseil général ont choisi de se faire entendre. Bonsoir Tristan Fournet, vous êtes secrétaire CGT du Conseil général des Yvelines. L'occasion était belle ce matin justement de profiter de l'arrivée d'un nouveau président, du retour de Pierre Bédier pour se faire entendre. Expliquez-nous les raisons de votre revendication. Alors, c'est clair que l'occasion était belle puisque l'ensemble des directeurs, des cadres, des élus du Conseil général étaient rassemblés à l'hôtel du département. Donc c'était quand même le meilleur moment pour se faire entendre dans la rue. Se faire entendre dans la rue, pourquoi? C'est parce que le dialogue social, les rencontres qu'on a pu avoir avec les représentants de l'institution n'ont pas permis de débloquer la situation. Alors que l'enjeu est majeur. L'enjeu, c'est une dégradation des conditions de travail et une dégradation du service rendu à la population, particulièrement pour l'action sociale. Les sociaux qui étaient ce matin en train de défiler. Voilà, oui. Donc les travailleurs sociaux, les agents administratifs, les cadres étaient dans la rue aussi avec nous, pas que à l'hôtel du département. Donc la filière médico-sociale, foyer enfance, il y avait une large représentation du personnel. On était à peu près 600 manifestants sur 1000 agents de l'action sociale médico-sociale. Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui? C'est le gel des postes, notamment? Alors, c'est ça. Le problème, c'est qu'on voit d'un côté, on voit une augmentation des besoins sociaux et de la charge de travail. Par exemple, le RSA, le nombre de bénéficiaires RSA a augmenté de 7,3% l'année dernière. C'est une moyenne nationale. Au Conseil général des Yvelines, on ne passe pas au travers de cette augmentation de nombre de bénéficiaires de minima sociaux. Le taux de chômage, il augmente, c'est une réalité. Donc les besoins, ils augmentent. En vis-à-vis, on a une diminution des moyens. Ils gèlent les postes, ils ne renouvellent pas les contrats, les départs à la retraite ne sont pas remplacés, et derrière, ils suppriment les emplois. Donc on a déjà connu des pertes d'emplois par le passé, mais là, il y a une accélération massive de ce nombre de pertes. C'est insupportable dans les services. Depuis combien de temps? Qu'est-ce qui a entraîné justement cette accélération pour vous? Alors l'accélération, nous, on la situe clairement à partir de janvier, où en fait la masse salariale a été votée en décembre à l'Assemblée départementale. Elle ne permet pas d'être à effectif constant. Ce qu'ils ont voté ne permet pas. Donc ils sont obligés de supprimer des postes. Le DRH, donc au niveau de la CGT, on a été reçu le 6 mars par le DRH qui a dit qu'il y a du gras dans les services. C'est vrai que quand on dit à des collègues il y a du gras dans les services, il faut dégraisser, ça fait vraiment pas plaisir. Donc dans la rue, il y avait des collègues avec les pancartes, avec leur date de fin de contrat. J'espère qu'on sera entendu parce que derrière, c'est pas que des postes. C'est pas que de l'emploi. Quand on entend donc le nouveau président du Conseil général dire il faut préserver l'emploi, défendre l'emploi, qu'il le fasse déjà dans ses services. Et je voudrais qu'aujourd'hui on soit tous entendus, que les 600 personnes dans la rue et tous les autres collègues soient entendus là-dessus sur cette question. C'est que le service rendu, il est dégradé. Alors justement, quelles conséquences pour votre travail au quotidien? Ça se traduit comment? Vous êtes moins présent, vous pouvez moins répondre aux sollicitations, des dossiers qui prennent du retard, ça se traduit comment? Alors oui, il y a des dossiers qui prennent du retard. Quand on parle de dossiers qui prennent du retard, derrière, c'est de protection de l'enfance dont il s'agit. Par exemple, c'est des rapports de protection de l'enfance. C'est pas rien en termes de retard de courrier. C'est de la prévention qui se fait plus. En termes de prévention de l'enfance, on est dans l'urgence. Donc on est sur les mesures uniquement de placement, mais plus de prévention pour éviter justement le placement et même pour ne plus avoir les moyens de préparer le retour. C'est des consultations en PMI qui ne se font pas. Donc c'est tout ça qui se fait. Il y a des professionnels qui étaient spécialisés qui disparaissent en termes de mission. Les CESF, par exemple, pouvaient être dans l'accompagnement éducatif budgétaire, monter les dossiers de surendettement. Et pour pallier les postes qui sont supprimés, on les affecte sur des postes d'assistante sociale. Donc on leur change leur mission. Et le service derrière, forcément, pour le public, il se présente, rendez-vous dans un mois, quand c'est la détresse des personnes qui font la démarche de venir, et puis on dit ça sera dans un mois, c'est insupportable et pour l'usager et pour l'agent qui est en charge de passer ce message. Ce matin, nous avons rencontré Daniel Level, il est délégué au personnel départemental au Conseil général des Yvelines. Voici sa réponse à vos revendications. Je les ai reçus hier matin, comme je le fais à chaque fois avant chaque mouvement de grève. Les seuls gels que nous avons bloqués actuellement, ce sont les cadres, de façon à prévoir une éventuelle réorganisation souhaitée par le président. Il vient d'en parler dans son discours. Je n'ai pas de commentaires supplémentaires à faire. Le travail est réalisé par les travailleurs sociaux dans les différents territoires. Même s'il peut y avoir des difficultés parfois de recrutement, de renouvellement de contrats, elles sont gérées. Donc il n'y a pas l'ensemble des soucis, il n'y a pas de plan social dans ce département. D'accord, parce qu'eux ont l'impression que leurs conditions de travail se dégradent. Dans certains secteurs, elle est certes un peu dégradée par des difficultés de recrutement. C'est pas simple de trouver le bon personnel que nous attendons, mais globalement, les missions du Conseil général sont remplies auprès de la population.
Tristan Fournet, je voudrais vous faire réagir pour la CGT sur ce qui vient d'être dit. Pas de plan social et pas d'inquiétude sur la qualité non plus du service rendu. C'est insupportable d'entendre qu'il n'y a pas d'impact sur... s'il y a 600 personnes dans la rue, c'est pas parce qu'il y avait juste un gel de certains postes et puis qu'il n'y avait pas d'impact au sein du service. Il y a un nombre d'arrêts maladie qui est croissant. Il y a même un nombre d'incidents et d'agressions, de faits d'agression au sein des services parce qu'il y a un vrai mal-être qui est partagé. En termes de gel, oui, ils ont reconnu qu'il y avait un gel des catégories A. Quand on est venu au niveau de la CGT avec les chiffres, on a fait une consultation dans les services. Les catégories C, c'est gelé également. Catégorie B également. On leur montre ces chiffres-là, ces données. Ils ont reconnu qu'effectivement, ça concernait tout le monde. Donc, où aujourd'hui, ces marches arrière, finalement, on va dire c'est plus qu'une seule catégorie. Et on aurait gagné sur une petite partie, mais clairement, ce n'est pas le cas. Ça montre que la question du dialogue n'est pas réglée. Donc on espère qu'avec le nouveau président, on aura une réponse très rapide et qui vont mesurer l'ampleur de la colère au sein des services. Mais pour autant, on risque aussi de vous répondre qu'il faut faire des économies, que la période est difficile, qu'on parle aussi d'une disparition des conseils généraux. Oui. Il va falloir faire des économies malgré tout. Alors, faire des économies, oui, on peut faire des économies. Par exemple, nous, on a fait des propositions aussi en termes d'économies. On est conscient qu'en termes de baisse de droits de mutation, de dotation aux collectivités territoriales, il y a fort à dire. D'ailleurs, demain, au niveau de la CGT, on est également dans la rue contre la politique d'austérité nationale qui met en situation difficile les collectivités territoriales. Mais pour autant, au département, ils ont voté, il y a près d'un mois, 1 million d'euros à General Electric. C'est une multinationale qui fait un chiffre d'affaires en milliards d'euros, 10e coté en bourse. Alors là, il y aurait des économies à faire. On ne voit pas en quoi le Conseil général pourrait verser 1 million là-dessus. Et de l'autre côté, dire il faut supprimer des postes pour une compétence fondamentale du Conseil général. Et le dialogue étant difficile aujourd'hui, vous allez mener d'autres actions spécifiquement dans le département, c'est déjà prévu ? On est déterminé. C'est sûr qu'on est déterminé, que la colère, j'espère qu'ils l'auront mesurée, c'est que les agents aussi sont déterminés. Aujourd'hui, c'était l'action sociale. Il y a d'autres services qui sont concernés. L'ensemble des directions peuvent être concernées. Au niveau de la CGT, on a estimé que ça pouvait concerner 8% de l'effectif en 3 ans en moins. Il y a un plan de modernisation pour les collèges. Donc en intersyndical, on intervient sous forme d'une pétition pour dénoncer ce qu'on a fait pour l'action sociale là, mais pour l'ensemble des directions, on pourrait mener des actions effectivement. Merci Tristan Fournet pour la CGT d'être venu sur ce plateau. Je le rappelle, les professionnels de l'action sociale au Conseil général étaient dans la rue ce matin pour dénoncer notamment le gel des postes. Merci à vous. On en revient à la politique, toujours à Trappes dans une ambiance beaucoup plus calme au dernier conseil municipal qui se tenait hier jeudi soir. La semaine dernière, lors de l'installation des équipes du socialiste Guy Malandin, le vote qui devait être une simple formalité est devenu l'expression d'un fort mécontentement de la part d'élus écartés des mandats d'adjoints. Une occasion pour l'opposition de parler d'un système à bout de souffle. Rappelons que dans cette ville très ancrée à gauche, pourtant, l'abstention a été forte sur les 2 tours et que l'UMP a réussi à totaliser 30% des suffrages. Nouveau conseil municipal à Trappes ce jeudi 10 avril et une équipe majoritaire, cette fois-ci à l'unisson. Le coup de sang du maire Guy Malandin semble en tout cas en apparence avoir porté ses fruits. La semaine dernière, lors du vote interne pour désigner les adjoints, des élus de sa propre liste, près d'un tiers, avaient en effet voté contre les noms proposés, ce qui aurait poussé l'édile socialiste à recadrer ses troupes en aparté. Sur le fond, ce seraient les postes attribués aux nouveaux entrants au sein de l'Assemblée locale, aux dépens de ses membres plus anciens, qui auraient du mal à être acceptés. Ce conseil municipal, il a un petit peu confirmé ce qu'on craignait, c'est qu'il y a aujourd'hui un climat de défiance entre l'équipe municipale actuelle qui a été réélue et une partie des trappistes. Alors nous, ce climat de défiance, on le dénonce tout simplement parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on a essayé de faire pression sur les élus trappistes pour faire la place à des élus qui sont parachutés dans une logique purement politicienne. Et donc là, effectivement, c'est quelque chose qu'on dénonce. C'est plus précisément l'influence grandissante du ministre Benoît Hamon sur la répartition des délégations qui est visée. Ce dernier était d'ailleurs absent ce jeudi soir. Le maire Guy Malandin, qui se dit toujours agacé de cette situation, n'a pas souhaité réagir ni lors de la séance ni devant notre caméra. Son entourage évoque un épiphénomène. On notera cependant parmi les autres absents à ce conseil Cécile Maquet, ancienne adjointe à la jeunesse lors du précédent mandat. Elle n'a jeudi soir donné aucune procuration, peut-être en signe de contestation. Autre opposant assiégé au sein du conseil municipal de Trappes, Luc Miseret pour le Front de gauche. Il parle d'une situation inédite et grave. Il ne faut pas qu'on s'étonne après ou qu'on fasse mine de s'étonner qu'il y a autant d'abstentionnisme. On est inquiet.
je le dis légitimement, sans faux. Moi, je fais pas d'effet de manche. Il y en a qui font des effets de manche, qui quittent des débats. Moi, je fais pas d'effet de manche, mais je suis véritablement inquiet quant à la démocratie en général et ici en particulier. Prochaine séance pour les élus trappistes le 28 avril. Reste à voir si l'unité affichée se confirmera ou finira par s'effriter au gré des délibérations. Santé, société, à présent, les difficultés au quotidien pour les personnes atteintes du cancer ne sont pas à chercher uniquement du côté médical. Le regard de la société est cruel. C'est le bilan d'une enquête menée par la Ligue contre le cancer. Explications et témoignages avec ce reportage de Yolène Thorez et de Jonathan Villeman. Lorsqu'on parle de cancer, on évoque avant tout son aspect médical. Pourtant, la maladie a un impact tout aussi important sur la vie sociale et économique des personnes touchées. Pour lutter contre ces difficultés, la Ligue nationale contre le cancer a mis en place il y a 4 ans le DOPAS. C'est le dispositif d'observation des actions sociales. Le comité des Yvelines a présenté les résultats pour l'année 2013 et l'un des constats importants, c'est la difficulté du retour à l'emploi pour les malades. Dans une période où il y a un taux de chômage extrêmement important, des employeurs qui, de temps en temps, se disent « mais qu'est-ce que je vais faire de cette personne qui a été malade et qui n'aura pas le rendement ou plus le rendement que je souhaitais ou qui, suite à des arrêts itératifs, n'est plus tout à fait au courant de ce qu'on fait maintenant ». Voilà, par exemple, des difficultés réelles. Il y a 2 ans, alors qu'elle travaillait au service communication d'une grande banque française, Mathilde apprend qu'elle a un cancer du sein. Au-delà de l'isolement, ce qu'elle a mal vécu, c'est la difficulté à évaluer le moment où elle allait pouvoir revenir travailler. Rapidement, on m'a dit « mais alors, quand est-ce que tu reviens ? Quand est-ce que tu reviens ?» Et ils ne comprennent pas. L'entreprise a du mal à admettre que vous ne soyez pas capable de dire, que vous ne soyez pas dans le même état de fatigue d'une semaine à l'autre, qu'un jour ça va et que 3 jours après ça ne va plus. Et ça, c'est extrêmement compliqué à gérer déjà soi-même, mais en plus à faire admettre à un service dans une entreprise. Ouais. D'abord revenue en temps partiel thérapeutique, elle a finalement décidé de quitter son entreprise. Actuellement en rémission, elle est devenue auto-entrepreneuse dans l'événementiel. Pour pallier à ces difficultés de retour au travail, le dispositif avance notamment une solution, mieux anticiper la reprise de l'activité et en parler avec son médecin du travail. Beaucoup de gens ont peur d'aller voir leur médecin de travail parce qu'ils se disent il va devoir parler, il va tout raconter à ma direction des ressources humaines, à mon employeur, etc. Non, le médecin de travail est tenu au secret professionnel comme tous les médecins et donc ça n'existe pas. Et vraiment, ce sont des acteurs extrêmement importants pour permettre justement, dans les meilleures conditions possibles, le retour à l'emploi. D'après l'enquête dans les Yvelines, 48% des malades atteints d'un cancer déclarent avoir une situation économique difficile. Comme chaque vendredi, nous revenons à présent sur les principales informations de la semaine. Et tout d'abord, jeudi, la colère des parents d'élèves de Plaisir. La possibilité d'une fermeture de classe dans un établissement de la ville les inquiète et ils se mobilisent. Une pétition circule depuis une semaine. Les précisions. Dans cette école primaire de Plaisir, les parents d'élèves se mobilisent car ils craignent la fermeture d'une classe en raison de la baisse des effectifs. L'école primaire compte une centaine d'enfants, il ne serait plus que 96 à la rentrée prochaine. Actuellement, 5 classes sont ouvertes, une classe par niveau, ce qui impliquerait en cas de fermeture un double niveau et pas acceptable pour les parents. Ça pourrait faire un CP, CM2 ou CP, ce qui serait plus difficile aux maîtresses de faire différents niveaux. S'occuper d'une moitié de la classe et de l'autre aussi à côté. Les élèves devront être beaucoup plus autonomes, ce qui n'est pas tous les jours facile déjà avec une classe normale, sans double niveau. On aurait des classes tout de suite de presque 20, 25, 26, si c'est pas 30 élèves des fois. Une pétition circule depuis une semaine, 115 signatures ont été recueillies. Une mobilisation qui intervient alors que se tenait ce jeudi à l'inspection académique des Yvelines le conseil technique spécial départemental, chargé notamment de la présentation de la future carte scolaire. Et cette carte scolaire dans les écoles des Yvelines à la rentrée 2014 a été dévoilée par l'inspection académique. 33 postes supplémentaires alloués au département pour le primaire afin de permettre l'ouverture de 14 nouvelles classes, notamment à Magny pour l'école maternelle Corot ou encore à Guyancourt dans 3 écoles maternelles, Moreau, Langevin et Triolet, mais aussi une école élémentaire, l'URSA.
Mercredi, nous nous sommes intéressés dans le journal au petit boulot étudiant. Trouver un boulot pour l'été lorsque l'on est étudiant, c'est toujours un moment angoissant. Mais pour simplifier les choses, Yveline Information Jeunesse a tenu un grand forum. C'était à l'Hôtel de Ville. Olivier Maniscalco et Patrick Jacques de Dixmude étaient sur place. Et ils ont constaté non seulement le succès de cette opération, mais également la forte demande pour aller travailler à l'étranger. Comme Étienne qui écoute avec attention les conseils d'Olivier, ils étaient déjà près de 300 étudiants à la mi-journée ce mercredi à la mairie de Versailles pour le forum Job d'été. Un forum qui permet aux jeunes de rencontrer directement les employeurs ou d'être aidés pour la rédaction des CV et lettres de motivation. Une tâche pas toujours évidente au premier abord, surtout sur le stand Job à l'étranger, particulièrement plébiscité. Mais pour être embauché dans un autre pays, il faut forcément s'adapter. Les Anglais ont des règles qui sont inverses en français, c'est-à-dire le CV peut être sur plusieurs pages, mais la lettre de motivation sur une seule page. Et donc ça, c'est toujours un petit point de détail sur lequel les Français ne sont pas souvent au courant. Et donc nous, notre mission, ça va être justement de les informer et de les aider sur la rédaction, et notamment aussi de corriger tout ce qui est les petites coquilles et compagnie, ça arrive. Les jeunes repartent avec des réponses à leurs questions, des offres d'emploi et surtout rassurés quant à leurs prétentions de départ à l'étranger. D'arriver un peu les mains vides puis de nous dire bah oui, rien qu'avec ton CV c'est pas mal, tu parles bien. Je pense que oui, on va t'orienter sur différents sites et puis il n'y a plus qu'à postuler. Et puis même si on n'arrive pas sur les sites, ils ont un gros livre où il y a déjà des offres qui sont disponibles. C'est un côté rassurant. En France, selon l'Observatoire de la vie étudiante, 35% des jeunes ont un job à côté de leurs études. Et pour revoir tous nos reportages, rendez-vous sur le site internet de TV Fil. Le replay est accessible en permanence et gratuitement depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Je vous propose à présent de revenir sur le bilan du SIDAction avec un extrait du journal de mardi. Nous étions en ligne avec Jérôme André, d'HF Prévention. Il en est le président, association qui lutte contre le VIH. Il réagissait par téléphone aux 5 millions d'euros de promesses de dons pour le SIDAction. Mais il faisait aussi un constat, le sida aujourd'hui ne fait plus peur. 5 millions, c'est pas mal. En tout cas, c'est stable par rapport à l'année dernière. On aimerait bien qu'il y ait effectivement plus d'augmentation donc pour le SIDAction. Néanmoins, on se rend bien compte que le sida aujourd'hui, ce n'est plus une cause qui donc fait penser aux Français qu'il faut encore donner. Malheureusement, c'est important de le rappeler, on meurt encore aujourd'hui du sida. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de problématiques qui sont liées donc à cela, notamment par le fait que les gens donc n'utilisent plus trop le préservatif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on sort prochainement une application iPhone pour géolocaliser donc ce type d'outil de prévention qui est donc le préservatif. 5 millions d'euros de promesses de dons au niveau national. À quoi sert cet argent justement concrètement? À développer aussi la recherche, les actions de sensibilisation, rappeler qu'il faut toujours et encore se protéger? Exactement. C'est important de souligner que l'association SIDAction, qui est une association, donc un fonds qui va permettre à des associations, mais aussi à des chercheurs de faire progresser donc la lutte contre le sida, la recherche. En général, on dit souvent, strictement, de manière très stricte, 1 euro reversé donc au SIDAction, c'est 50 centimes pour les associations donc de recherche. Donc ça va être des chercheurs de l'INSERM et autres, et 50 centimes donc qui est reversé donc à une association pour des projets de lutte contre le sida et notamment pour faire progresser aussi la prévention en France. N'oubliez donc pas le 110 pour donner encore. La plateforme est ouverte jusqu'au 15 avril et puis également la possibilité de donner en ligne sur le sidaction.org. Pour un nouveau point complet sur l'actualité locale, rendez-vous lundi, même heure avec Catherine Zulato. On se quitte en musique puisque ce vendredi, à la batterie, à Guyancourt, se produira Kid Creole and the Coconuts. Vous avez peut-être oublié ce nom, mais en tout cas pas ces tubes, mélange de funk et de sonorités latines. Petit rappel avec Andy Cott, grand succès des années 80. Très bon week-end.